Bonjour à tous et tous. Bon, ravi de vous retrouver ce matin pour parler d'un sujet qui me semble important aujourd'hui, les startups, deep tech et industrielles. Donc la deep tech, on en entend tous parler depuis maintenant 4-5 ans. BPI France a lancé un plan de deep tech assez agressif qui s'est donné un objectif de sortir des laboratoires, notamment plus de 300 à 400 startups par an. C'est 300, Jean-Philippe? BPI. En tout cas, c'est beaucoup, plusieurs centaines par an. Et la plupart de ces startups deep tech, aujourd'hui, elles s'embarquent dans du hardware. Et alors, le hardware, c'est quelque chose que le capital risque a perdu de vue. Ça fait 30 ans que les investisseurs en capital risque, dont je fais partie, financent que du digital. Donc la révolution Internet est arrivée à la fin des années 90 et donc depuis 25-30 ans vraiment, les investisseurs en capital risque parlent de plateformes SaaS, de ARR, de métriques assez intéressantes, mais du coup on ne sait plus vraiment ce que c'est que l'industrie en tant qu'investisseur. Et puis en tant qu'industriel et entrepreneur, on a des outils industriels qui sont hyper optimisés et qu'on sait améliorer à coût de 1 ou 2% à la marge. Par contre, créer ex nihilo une nouvelle unité de production, on sait plus faire pour une seule et bonne raison, c'est que depuis 50 ans, on a transféré toute notre industrie au niveau de l'Occident en Asie. Donc, on vit dans un monde qui est vraiment faiblesse aujourd'hui, et donc ça pose des questions. Quand aujourd'hui on s'intéresse aux startups industrielles, il faut réapprendre ces chemins de financement. Et c'est loin d'être évident parce que ça coûte cher, parce que ça fait peur, parce que c'est long. Et pourtant, c'est assez magnifique et surtout, c'est des entreprises qui sont profondément ancrées dans des écosystèmes, en lien avec leurs fournisseurs, en lien avec leurs clients. C'est pas délocalisable et c'est vraiment intéressant. C'est la raison pour laquelle, moi, chez Aster Capital, je lève aujourd'hui un fonds dédié aux startups deep tech industrielles, avec l'objectif là de prendre les startups à peu près un petit million d'euros de chiffre d'affaires pour les amener à une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on voulait réunir autour de vous des entrepreneurs, une entrepreneuse et quelques investisseurs et financiers qui, au quotidien, sont confrontés à ces sujets. Les startups deep tech, il y en a 3200 en France aujourd'hui, les startups deep tech industrielles. Et selon l'observatoire de BPI France, que je vous invite à observer si vous ne le connaissez pas, vous allez le trouver sur Dealroom, ça s'appelle l'observatoire des startups industrielles. Il y en aurait 251 précisément en Nouvelle-Aquitaine. Alors, très rapidement, je vais présenter à côté de moi les intervenants de ce matin. Et puis ensuite, on va rentrer dans un jeu de questions-réponses qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir ou apprécier la trajectoire d'une startup deep tech industrielle. Alors, je vais commencer par Camille, donc, qui représente aujourd'hui la startup deep tech industrielle Hyperspace. Camille est la directrice financière de cette belle start-up. Sur sa droite, Jean-Philippe Richard, qui du coup représente le fonds SPI de BPI France, un des premiers fonds français qui fait du capital risque industriel. C'est à peu près 2 milliards d'encours sous gestion. Voilà, donc Jean-Philippe pourra nous le repréciser. Sur la gauche de Camille, Alain Henry, qui représente Arrêt Métier Business Angel. Donc une vocation forte pour soutenir dès le démarrage des projets industriels avec un vrai regard technologique. Et puis un banquier, parce que dans les trajectoires de financement, mettre du dilutif, c'est bien, mais apporter des effets de levier bancaire, c'est mieux et c'est nécessaire. Et donc, Sébastien Marie-Louise, pour le groupe Banque Populaire et notamment Nextinov, nous apportera son regard. Alors, je vous propose qu'on commence avec Camille. Donc, Camille, toi, tu es aujourd'hui donc DAF chez Hyperspace. La trajectoire d'Hyperspace est remarquable. Vous avez un slogan qui est on ne suit pas les tendances, on... Vas-y, dis-le nous, ton... We set trajectories. Voilà. Et donc, peux-tu nous dire qu'est-ce que fait Hyperspace aujourd'hui? Concrètement, où est cette société? Qu'est-ce qu'elle fait? Absolument. Donc, Hyperspace, c'est une start-up du New Space. Nous sommes situés au Haillan. Elle a été créée en 2019. C'est une start-up du New Space. Nous concevons des moteurs et des micro-lanceurs à travers une nouvelle technologie qui est celle de la propulsion hybride. Et alors, comment quand un investisseur, il y a un truc qu'on aime bien dire dans les comités d'investissement, quand il y a un dossier un peu compliqué qui arrive, rassurez-vous, autour de la table, it's not rocket science. Mais alors, quand on finance une start-up qui littéralement fait une fusée, donc on est vraiment sur du rocket science, donc ça fait assez peur. Donc, comment est-ce qu'on trouve du financement au démarrage? Comment tu structures la trajectoire?
au tout début? Absolument. Alors la trajectoire, bien, elle vient de loin. Hein, je l'ai dit, 2019. Elle a commencé avec 3 cofondateurs passionnés évidemment de la propulsion, qui ont commencé à faire des essais avec des micro-réservoirs et une allumette dans leur jardin. Et une fois que l'idée était lancée et que l'idée de cette technologie était quasiment validée, eh bien ils ont décidé de créer cette société avec leurs économies dans un premier temps. Et ils ont commencé à passer des petits jalons techniques et à aller essayer de chercher des premières subventions d'innovation. Et pour décrocher ce type de subvention, eh bien, il faut des fonds propres. Donc, ils ont commencé à faire une première levée de fonds, une levée Friends and Family, voilà, pour consolider en fait les fonds propres et pour aller décrocher cette première subvention. Donc, fonds propres et cette subvention qui leur ont permis bien de passer encore quelques jalons techniques et d'aller finalement créer cette espèce de rythme et cette espèce de boucle virtueuse de passage de jalons techniques et aller chercher en fait du financement. En fait, le passage de jalons techniques a commencé à sécuriser les prochains financements. Et donc, eh bien, il y a eu une première levée de fonds qu'on appelle d'amorçage, qui est arrivée et qui a permis le passage d'autres jalons techniques, aller décrocher des subventions un peu plus conséquentes. Et voilà, la boucle était bouclée. Et encore une fois, c'est effectivement une synchronisation du passage de jalons techniques avec la sécurisation de prochains financements. Et voilà, qui s'alterne depuis ce moment-là. Ça existe aujourd'hui, ce système toujours chez Hyperspace aujourd'hui. On a passé effectivement la série d'amorçage. On a fait également une série pré-seed. On a décroché des plus gros contrats de subvention. On est subventionné par 2 programmes France 2030 et nous sommes aujourd'hui en train de finaliser notre série A. Donc je dirais vraiment passer les jalons techniques pour sécuriser les financements qui vont eux-mêmes sécuriser le passage d'autres jalons techniques. Alors sur ces jalons techniques, moi j'ai eu le privilège de suivre l'aventure d'assez près, puisque à l'époque où je déployais le fonds DACO, qui est le fonds du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, on a eu le privilège de pouvoir financer assez tôt la startup Hyperspace. Et donc chaque étape technique avait un nom. Alors c'était pas forcément évident à comprendre au démarrage, mais vous avez un bestiaire de noms qui était sympa. Donc il y avait un moteur qui s'appelait Joker. Enfin, en fait, ce qui me semblait vraiment intéressant, et peut-être tu peux en redire 2 mots, c'est que chaque étape de financement était hyper claire. Il y avait le moteur taille 1/20e, il y avait des objectifs qui étaient vraiment très simples, compliqués à atteindre, mais qui, dans la clarté de la feuille de route, permettaient de savoir que à un moment donné, je sais plus, il y a eu des opérations, peut-être redonner quelques montants, mais quelques centaines de milliers d'euros. Quelques mois plus tard, on atteint la fin de l'étape Joker, ça déclenche l'étape d'après. Est-ce que tu peux peut-être juste revenir de manière assez factuelle sur ce découpage extrêmement lisible? Oui, absolument. Donc, les premiers essais dans le jardin, une première subvention qui est décrochée on donne des montants de 15 000 euros à peu près. C'est toi qui vois. Voilà. Donc on part vraiment du début. Les premiers essais sur cette espèce de micro-réservoir sont passés. La subvention permet d'avancer un petit peu dans la roadmap. Il y a un calendrier effectivement technologique qui est gravé sur le papier. On commence à réaliser des essais et on commence à prototyper des moteurs à taille 1/100e exactement, effectivement sous le nom de Joker. Voilà, et ça c'est une phase effectivement qui commence à marquer la croissance de la société. On commence à faire une série pré-seed d'environ 1 million d'euros qui nous permettent d'aller chercher d'autres subventions un peu plus conséquentes, subventions d'innovation. On parle de 500, 600 000 euros, avec aussi la signature de contrats avec des acteurs de la défense. D'autres jalons qui sont passés, on commence à faire des essais évidemment sur ce moteur, à valider la technologie, à qualifier des sous-systèmes et à enclencher des phases où on va commencer à construire des prototypes sur des produits à taille réelle avec un moteur qui s'appelle Terminator. Voilà, il y a eu plusieurs évidemment versions de ce moteur et c'est à chaque fois un des jalons clés très importants en fait dans la roadmap et par rapport aussi au programme de financement et notamment de subventions.
Ça nous permet en fait ces essais moteurs d'aller chercher d'autres subventions. France 2030, notamment importées par la BPI, voilà, pour commencer à être des gros montants, puisque on va décrocher une subvention de 15 millions d'euros, et une autre portée par le CNES pour un programme beaucoup plus large de micro-lanceurs pour la somme de 48 millions d'euros. Donc tout ça, effectivement, le passage de ces jalons, les étapes de la roadmap qui sont passées, technologiques, la preuve finalement que cette technologie fonctionne et la qualification des sous-systèmes, le décrochage de ces subventions, ça nous permet d'aller sécuriser des levées de fonds. On fait une levée post-seed en 2024 pour 7 millions d'euros. Et voilà, on en est là aujourd'hui avec les prochains jalons techniques qui sont les essais moteurs qui vont voler sur le lanceur fin 2026. On fait un premier lancement fin 2026 et on est en train de sécuriser donc une levée de fonds en série A. Merci Camille. Moi, je retiens effectivement un séquençage très court en fait des jalons techniques et quasiment avec le fonds d'ACO, je crois qu'on est intervenu 3 fois en moins de 3 ans. Donc une capacité en fait à refinancer des marches de progression de la startup à très grande vitesse. Alors Alain, toi tu finances beaucoup de startups en amorçage. Comment tu vois la trajectoire de financement des startups au sens large, deep tech et industriel? Parce que tout le monde n'est pas un lanceur spatial. On pourrait se dire effectivement le lanceur spatial, c'est hors norme, donc ça attire des financements et pourtant je vous garantis que c'est loin d'être évident. Hyperspace, c'est une trajectoire qui fonctionne bien, mais comment tu vois ça pour la plupart des startups industrielles que toi tu as pu accompagner? Et nous repréciser comment fonctionne Arrêt Métier Business Angel aussi. Je crois que Camille vient de bien expliquer les différentes phases. Bon, nous, notre réseau est généraliste, mais en fait, on est surtout focalisé sur la technologie et sur les débouchés industriels, principalement. Et on recherche effectivement les startups qui ont un savoir-faire, un brevet et un produit qui est un déplacement technologique, ce qui est l'idéal, bien sûr. Et qui a déjà fait un premier prototype, un POC, qui permet de pré-valider les idées et si possible de les breveter. Ensuite, effectivement, il y a les différentes phases que l'on voit, qui vient d'être expliquées par Camille, c'est-à-dire qu'on a effectivement toujours 1, 2, 3 prototypes. Il est difficile d'avoir quelque chose qui est abouti très rapidement. Donc cette phase-là nécessite d'être financée. Donc nous, on intervient à partir du moment où on a déjà un premier prototype qui est validé. Et à ce moment-là, on s'engage effectivement à soutenir la start-up. Et les phases suivantes, on participe aux différentes négociations avec les fonds, que ce soit les fonds régionaux principalement, ou des fonds bancaires, pour assurer le financement de l'évolution effectivement et du développement technique de la start-up, en prévalidant aussi les applications commerciales. Et donc, au-delà de l'aspect technologique, tu parles de commerce. Est-ce que aussi tu regardes l'équipe? Quelles sont tes attentes et quel accompagnement tu proposes à partir du moment où, en tant que business angel, vous rentrez au capital? Sur l'aspect commercial, notre réseau Arts et Métiers, qui est bien connu puisqu'on est très présent dans l'industrie, permet effectivement d'avoir des contacts plus faciles avec les différents secteurs concernés de la start-up. Je crois que c'est le point le plus important que l'on apporte, nous, c'est notre réseau. Et une fois que vous êtes rentré au capital, il me semble que régulièrement, en tout cas, c'est les appels du pied que tu m'as fait à plusieurs reprises. Donc, il y a beaucoup d'acteurs en amorçage. Une fois que les startups industrielles sortent, notamment des technopoles où elles sont bien préparées, les business angels, les premiers fonds régionaux peuvent se positionner. Mais comment ça se passe après? Qui tu vas chercher? Comment tu envisages l'étape d'après de financement? Parce que Camille nous a parlé d'une levée de fonds à 7 millions. Donc là, tout d'un coup, c'est une levée de fonds dans laquelle il y a des acteurs nationaux qui arrivent. Comment tu vas aller chercher ces acteurs nationaux? Alors, dans le secteur de développement des startups industrielles, le problème, c'est de trouver un VC qui soit un VC industriel. Et ça, c'est pas simple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a très peu en France. Donc, effectivement, c'est une difficulté. Donc, d'élargir le plus possible le réseau au niveau du financement. Et Camille, vous, comment vous avez pu capter l'intérêt d'investisseurs nationaux? Je pense effectivement en démontrant notre technologie, en démontrant notre sérieux dans le respect finalement de notre roadmap et des annonces qu'on fait. Je pense que c'est très important de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Donc je pense que c'est quelque chose qui a plu. Et ensuite, pour aller capter
on va dire des investisseurs nationaux, on s'est fait accompagner tout simplement. Et ça correspond aussi au moment où tu es arrivé chez Hyperspace, cette levée de fonds de 7 millions. Absolument, je suis arrivée juste après cette première levée et l'obtention de ces subventions France 2030. Voilà un moment où il fallait structurer et accompagner la croissance de la société. Ça, c'est comme un point clé, c'est-à-dire que les montants financiers brassés devenant très significatifs, l'équipe de direction générale se muscle fortement sur ce genre d'opération. Ça fait soit partie des attentes de certains investisseurs ou des premiers recrutements qui ont lieu juste après. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être la transformation de l'équipe qui a eu lieu au moment de cette opération ? Oui, absolument. Disons que la société avait déjà quand même un peu anticipé, on va dire, la croissance de la société et la croissance des équipes. Les cofondateurs étaient évidemment en place. L'arrivée d'un directeur des opérations est arrivée aussi un petit peu avant la phase de levée pour prendre en charge toutes les opérations. On a une directrice des ressources humaines également qui est arrivée pour structurer et pour pouvoir faire face en fait au recrutement auquel on allait devoir se confronter. Et bien sûr, ensuite, on va dire la structuration et l'arrivée de personnes, on va dire sur des départements support, donc notamment au service financier, où il a fallu structurer le département, accompagner la croissance, voilà, et ensuite évidemment étoffer les équipes, pardon, au niveau des équipes du bureau d'études, d'ingénieurs, que ce soit les départements de propulsion, d'avionique, de structure, etc. Donc anticiper, je dirais, une levée de fonds aussi, parce que les recrutements, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Souvent on débauche des personnes qui sont déjà en poste. Donc je dirais voilà un peu d'anticipation et évidemment une structuration de chaque département pour pouvoir accompagner la croissance et les objectifs de la société. Alors avec cette équipe senior là qui se met en place au moment de cette levée de fonds de 7 millions, vous avez aussi commencé à discuter différemment avec les banques. Donc de quel soutien bancaire vous avez disposé ? Comment est-ce que tu as géré la relation ? Tout à fait. Donc souvent, parallèlement en fait aux levées de fonds, on fait ce qu'on appelle de la dette bancaire, des levées de dette bancaire, ce qui est un peu le même système que les levées de fonds. On va solliciter des banques pour essayer de se faire accompagner, de financer en général du BFR. Donc nous sommes allés prospecter des partenaires bancaires régionaux, dont Banque Populaire fait partie, et nous avons fait une levée de fonds parallèlement à la série post-seed d'un peu plus de 2 millions avec 4 partenaires bancaires qui sont donc la Banque Populaire, la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. Voilà, qui se sont donc réunis en pool bancaire pour se partager le risque et pouvoir nous financer. Et on va fonctionner exactement de la même façon parallèlement à notre série A. Alors Sébastien, tu es banquier chez Nextinov, donc qui est la marque de l'innovation à la Banque Populaire. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, alors ça c'est vrai pour la plupart des startups, post-levée de fonds, tu peux intervenir en financement. Peut-être nous repréciser donc ces modalités de financement post-levée de fonds et pourquoi aussi il y a 4 banques. Oui, Hyperspace. Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est un prérequis en fait, le cofinancement, donc d'avoir plusieurs acteurs bancaires autour d'une table quand on vient financer une partie de dette sur des projets de start-up industriels ou pas d'ailleurs. On est obligé finalement de cofinancer pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a toujours un risque important résiduel à ces stades-là, et puis derrière il y a aussi une vocation d'accompagner le projet sur plusieurs étapes. On a beaucoup parlé de séquencement tout à l'heure, Camille en a parlé, avec des jalons. C'est important aussi pour nous de pouvoir séquencer nos interventions, parce que ça a des risques. On ne veut pas mettre un gros ticket d'un coup au tout début, sans savoir ce qui va se passer après. Donc voilà, ça nous rassure déjà que ça soit établi dès le départ, le séquencement. Alors bien sûr, on anticipe des décalages aussi, mais voilà, ça c'est un point important. Et puis du coup, intervenir à plusieurs, ça veut dire intervenir avec tickets moins importants et d'être capable de revenir sur les tours d'après.
un peu comme un investisseur finalement. Il y a aussi cette logique-là. Donc voilà, dans les grandes lignes, on intervient avec un prêt donc du non dilutif, un prêt de trésorerie qui a vocation à financer du BFR ou du matériel. Il n'y a pas forcément d'objet. Et ça, c'est un prêt qui est généralement sur une durée qui oscille entre 36 et 60 mois. Donc entre 3 et 5 ans à peu près. On peut parler des critères, peut-être en effet de... Les critères et aussi peut-être les montants, la part de dette par rapport aux fonds propres levés. Ouais. Alors, on va parler pour l'ensemble des banques puisque ça dépendra en effet du nombre de banques qui va participer à un pool. Pour Hyperspace, on est déjà 4 banques à ce tour-là. C'est certainement lié aussi au montant. Voilà. L'idée étant que sur des montants levés moins importants avec des effets de levier et de la dette à hauteur un peu réduite. Donc là, c'était 2 millions, mais si on réduit à 1 million, on sera peut-être un petit peu moins d'acteurs autour de la table. Donc l'approche reste sur cette sur ces dossiers, de se dire que dans la plupart des financements, on a j'ai perdu mon mot. On va garder en fait une part, oui, pour les financements suivants et dans l'approche. J'ai oublié ta question, Vincent. La question là, c'était le ratio finalement, combien de notes de dette tu peux lever par rapport au montant levé. Complètement. Alors pour vous donner une stat, on va dire un plafond sur une levée de fonds, la banque peut intervenir jusqu'à un quart de la levée. Quand on parle d'un quart de la levée, j'intègre pas forcément la partie financement non dilutif de type subvention. Ça veut dire que j'intègre la partie equity, la partie BPI dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est aussi un organe important et pour nous qui est même obligatoire sur des dossiers comme Hyperspace typiquement. C'est moins le cas pour des startups où on n'a pas forcément un volet industriel où on n'est pas sur de la deep tech, puisque voilà, il n'y a pas forcément d'intervention de BPI systématique. Mais sur des projets comme ça, c'est un prérequis de voir BPI à côté de nous. Donc quand je disais un quart, ça représente à peu près, sur un plafond, on peut se dire que la partie equity va financer 50 à 60%. La partie BPI peut financer 25, 30%, 20%. Alors 20% c'est plus rare, mais c'est plutôt 25-30%. Et puis la partie bancaire pour le reste, à bien sûr diviser en nombre de partenaires dans le pool. Donc forcément, comme on disait tout à l'heure, plus le montant est important et plus il y a d'acteurs. Notre ticket moyen, pour donner une idée sur la partie amorçage, alors on pourrait faire un mix entre amorçage et série A parce que purement amorçage ça peut être un peu moins important, mais on oscille entre 150 et 200 000 euros. Ça veut dire que la majorité du temps, on intervient à 2 ou 3 partenaires bancaires. Sur des cas de start-up, on va dire avec des montants de levée qui vont plutôt être aux alentours de 2 ou 3 millions d'euros. Sur des levées plus importantes comme là on a vu avec Hyperspace, forcément on intervient avec un peu plus de moyens et un peu plus nombreux. Alors, quand une banque intervient en général en financement post-levée de fonds, il y a souvent une garantie qui est apportée. Elle peut être apportée soit par BPI France, soit par des institutions financières au niveau européen. Est-ce que tu peux nous en donner un mot éventuellement et l'impact aussi de ces garanties sur les critères que doivent respecter les startups dans ces phases de financement? Oui, en effet, donc il y a un acteur principal qui est sollicité aujourd'hui, c'est BPI. Donc la majorité des banques s'appuient sur BPI pour la partie garantie, qui a vocation à couvrir finalement une partie du financement. Concrètement, la banque va engager des fonds, derrière va s'assurer auprès de BPI. En cas de non-remboursement, BPI va pouvoir rembourser une partie du financement à la banque. Ça, c'est le mécanisme. Donc, BPI n'est pas le seul acteur qui intervient en garantie. Donc, Banque Populaire, et notamment le groupe BPCE, depuis 2017, travaille avec le FEI, le Fonds européen d'investissement, pour couvrir des enveloppes de financement dédiées à l'innovation qui nous permet du coup d'avoir notre propre contre-garantie via le FEI. Et donc cette garantie-là, elle est à peu près à hauteur similaire de celle qu'on peut obtenir sur BPI. Alors BPI a des programmes aussi spécifiques en fonction des périodes.
Je pense à la garantie verte notamment actuellement, qui va avoir vocation à couvrir une partie encore un peu plus importante, jusqu'à hauteur de 80% du risque sur un projet. En complément de ces garanties, c'est important d'en parler. Alors, en fonction de la taille du projet et de la maturité du projet, et donc forcément de l'indice de risque, on peut demander des garanties complémentaires sur des projets. Donc en complément de BPI ou en complément de la garantie FEI par exemple. Donc la caution personnelle, c'est un des éléments qui est souvent réfuté par les dirigeants parce que voilà, les montants engagés en amont parfois sont déjà importants et l'idée de partenariat avec des acteurs bancaires est pas forcément sur ce chemin-là. Donc il y a d'autres alternatives qu'il est possible de trouver. On peut également nantir une partie de cash de la levée de fonds. Alors l'objectif, c'est pas de nantir tout le cash de la levée de fonds, bien entendu, mais une petite partie, et pas forcément sur toute la durée du prêt, mais sur une partie du prêt. L'idée pour nous étant de pas avoir, quand je dis nous, je parle pour les banques, n'étant de pas avoir une partie trop importante de prêts non couverts par une garantie. Donc le schéma qu'on peut prendre assez classique quand on intervient. Alors on va prendre le schéma avec BPI pour le coup. BPI va intervenir en fonction de son type de garantie entre 50 et 60% quand on est en pool bancaire. Ce qui fait que les banques se retrouvent avec un risque résiduel de 40%, 40 à 50%. Et sur ce risque-là, l'idée, c'est d'aller chercher peut-être 15-20% de cash nanti sur peut-être la moitié du financement, de la durée du financement. Alors c'est assez technique ces éléments, mais ils sont assez centraux, me semble-t-il, là sur les 2-3 dernières années, sur les dossiers que moi j'ai pu accompagner. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, Alain et puis Jean-Philippe. Mais j'aurais tendance à dire qu'un dossier sur 2 en start-up industrielle a planté sa levée de dette bancaire. Parce que la levée de dette bancaire a été faite en général avec beaucoup de différés par rapport à la levée de fonds, parce que les banquiers n'ont pas forcément été mis dans la même salle que les investisseurs. Donc là, peut-être Alain et puis Jean-Philippe, peut-être nous donner un mot de recommandation sur, de votre point de vue en tant qu'investisseur, comment bien structurer la levée de dette bancaire, parce qu'elle est quand même clé. Si c'est 20 à 30% du financement de votre projet, c'est difficile de faire avec 70%. On va beaucoup moins loin, le runway est plus court. Donc c'est comme un élément essentiel à assurer dans la trajectoire de financement. Oui, je parlerai surtout de l'aspect négatif. Malheureusement, c'était que si vous avez des emprunts trop élevés, on a plusieurs exemples de start-up industrielles qui sont plantées parce qu'en fait, on a un décalage au départ. On avait 2 ans, maintenant c'est plus difficile d'avoir 2 ans de décalage. Mais la dette, elle est là. Et si on ne tient pas le runway, si on ne tient pas la roadmap, le problème c'est que le poids de la dette devient trop important et surtout fait peur aux investisseurs suivants. Donc, on est prudent effectivement sur les ratios, comme ça a été dit juste avant. Il faut faire très très attention aux dettes bancaires. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Ravi d'être là. C'est la première fois que je viens et très impressionné par l'événement. Donc merci à l'ADI et à Unitech et à Vincent. Alors, de manière simple, ça paraît logique de travailler les fonds propres en même temps que la dette quand on est une start-up. Il n'y a pas de ratio, mais enfin, il faut, quand on est peu endetté, il faut essayer d'aller chercher 1 pour 1 n'est pas réaliste, mais je dirais 2 tiers, 1 tiers, et à mon avis un bon objectif à se fixer. Je rentre pas dans les détails. Est-ce que vous avez aussi des obligations? Est-ce que voilà, on va dire ce qui globalement va générer de l'intérêt et ou pas du différé, je pense, est à prendre en compte très vite. Et il faut traiter les banquiers de la même façon, d'une certaine façon, que les investisseurs fonds propres. La boulette qui arrive parfois, c'est l'oubli et le décalage. Et très vite, les banquiers disent mais en fait vos prévisions sont un peu moins bonnes que prévu. Il y a 6 mois qui ont passé et ça se dégrade très vite. Et effectivement, je connais des cas de gens je parle de boulettes, c'est pas, le mot n'est pas à reprendre, mais qui ont carrément loupé leur levée de dette, ça arrive, parce que le contexte n'est pas terrible, parce que voilà. Donc ça c'est le premier point, mais je pense que c'est un aussi bon exercice d'apprendre à travailler avec ses banquiers. Ça, je parle vraiment d'apprentissage et de courbe d'apprentissage. C'est aussi important de rendre des comptes à ses banquiers qu'à ses investisseurs en fonds propres, en fait. Voilà. Je rejoins Alain sur le sujet. Alors je le pondérerai un peu.
l'industrialisation est un métier un peu compliqué où on prend du retard et où effectivement à un moment votre dette peut vous rattraper. Je pense que c'est pas une raison pour pas prendre de dette, c'est crucial d'avoir de la dette et c'est d'ailleurs crucial d'éduquer l'écosystème bancaire qui vit quand même avec beaucoup de garanties comme ça a été rapporté. La prise de risque réelle du monde bancaire sur les startups industrielles est quand même modeste. Il y a quelques collègues de qualité comme celui qui est là, mais enfin globalement c'est pas forcément l'espèce la plus répandue. Et ça c'est un vrai sujet. Si on compare à l'Allemagne par exemple, c'est un vrai sujet. La difficulté du secteur bancaire à aller chercher de la dette et à prendre du risque. Je sais que le métier d'un banquier n'est pas de prendre du risque au même sens que du fonds propre, mais c'est quand même un point déterminant si on veut atteindre des montants significatifs. Oui, quelques boîtes sont rattrapées par de la dette, c'est vrai, parce qu'elles ont décalé. Il faut se battre sur les différés. Il faut avoir les différés les plus longs possibles, anticiper que ça va être plus long que prévu. Et puis après, c'est pas un gros mot. Quand on est entrepreneur, on apprend aussi à parfois renégocier sa dette. Encore une fois, c'est pas sale, c'est pas déshonorant. Une bonne concile, un bon mandat ad hoc, et ben des fois, ça permet de s'en sortir. Voilà, c'est aussi pour être positif sur un aspect un peu tendu. Merci Jean-Philippe. Du coup, pardon, excuse-moi, je reprends la parole. Vas-y. Juste effectivement, c'est très important de passer un mandat ad hoc très tôt. Mais vraiment très très tôt, si on est dans une situation catastrophique, j'ai pas mal d'exemples, j'en ai 7 ou 8, où on a pu effectivement négocier l'étalement des dettes et on a sauvé plus de la moitié des dossiers qui ont été difficiles. Et en plus, ce genre de procédure est en général confidentielle, donc ça permet d'avoir un cadre pour renégocier en particulier les échéances effectivement bancaires. Alors, si on reprend un peu la trajectoire là d'une société, elle sort de la phase d'amorçage, elle a en général ses premiers prototypes industriels qui commencent à fonctionner, et donc on va tout d'un coup parler de série A dans le jargon du financement. Moi, j'aime bien 4 faits stylisés quand je regarde la croissance d'une start-up industrielle. Souvent, elle n'a pas prévu qu'il faut un deuxième proto, et donc ça la met en difficulté. Et les business angels tirent un peu la langue, les fonds d'amorçage aussi. En série A, souvent les entrepreneurs veulent une usine. Je pense que des fois rester dans l'atelier peut être suffisant pour apprendre le process industriel et puis pour surtout aller chercher du chiffre d'affaires, puisqu'avoir une Ferrari alors qu'on a juste besoin d'un vélo, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans une Ferrari. Du coup, Camille, toi tu prépares une série A aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un mot potentiellement? Tout à fait. Nous sommes en phase même de finalisation en fait de cette série A au moment même où on se parle. La série A, je dirais que c'est une série particulière, difficile. Je dis pas que les autres séries sont faciles à lever, mais la série A, elle arrive à un moment où la société est en train de se transformer, où la société en fait passe d'une start-up deep tech à une PME industrielle, en tout cas dans le cas d'Hyperspace. Et donc c'est un virage quand même assez difficile à négocier, qu'il faut bien préparer en amont, qu'il faut bien anticiper, parce que eh bien on passe pas du jour au lendemain en fait d'une société qui fait de la R&D, qui est en phase de développement, à une société qui va produire en série en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une période, une phase en fait entre ces deux étapes où la société donc est en transformation, s'industrialise en fait, et elle s'industrialise progressivement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que la société eh bien va devoir financer eh bien un BFR colossal. Ça veut dire qu'elle va devoir financer des capex lourds. Mais oui, on parle beaucoup de prototypes, mais là on passe de prototype en fait à produit fini. Donc il faut que la société, elle s'équipe en machines, s'équipe en outillage. Il faut qu'elle accompagne aussi la croissance de la société en termes de masse salariale, et puis avec toutes les OPEX en fait qui sont indirectement liées. Donc elle va avoir besoin finalement de garder la tête froide, d'avoir les reins très solides. Et là, je vais faire un petit focus sur la trésorerie. On dit souvent que la trésorerie c'est le nerf de la guerre, pour paraphraser Cicéron. C'est vraiment le cas, c'est-à-dire que la société doit finalement avoir assez de trésorerie pour également faire face. Tu parlais des aléas, pour faire face aux aléas. Ça peut être bien un produit qui sort qui finalement fonctionne pas à 100% et qu'il va falloir réapprovisionner. Ça peut être des essais, des tests complémentaires qui n'étaient pas prévus. Ça peut être un fournisseur qui livre pas. Et donc il peut y avoir en fait des décalages, on va dire, dans la roadmap, et il faut les financer en fait ces décalages. Et pour ça il faut avoir vraiment le niveau de trésorerie nécessaire et gérer ça de façon très millimétrée.
Surtout sur des références industrielles, quand vous avez un fournisseur qui vous livre un produit différent, potentiellement vous sortez des spécifications du produit que vous êtes censé livrer à votre client. Il faut requalifier le process de production, requalifier le produit. Enfin, on n'est pas sur des boucles itératives comme dans le logiciel où on recompile en quelques secondes. C'est quand même beaucoup plus long. Alors, Jean-Philippe, toi, tu es investisseur chez SPI, Société de Projet Industriel, donc quasiment 2 milliards d'encours, un des plus gros fonds chez BPI France. Est-ce que tu peux nous rappeler la thèse d'investissement, le contexte de création de ce fonds? Et puis aujourd'hui, toi, comment tu te positionnes sur ces sujets de pré-indus et d'industrialisation? Avec grand plaisir. Alors juste, je pensais que c'était moi la phrase sur la trésorerie, mais j'ai appris que c'était Cicéron, donc j'ai appris un truc aujourd'hui. Non, je plaisante. SPI, alors je vais pas être trop long, je sais que le temps est compté, peut-être pour tout l'écosystème qui est présent. On est né il y a 10 ans autour de la thèse de la nouvelle France industrielle. Je resitue vraiment en 2 secondes, Montebourg ministre, puis Macron ministre, sur prise de conscience des dégâts de la désindustrialisation en termes d'emploi, de compétitivité, de souveraineté, et l'idée que de l'innovation, il y en avait en France, mais qu'elle ne se transformait plus en usine, emploi, profit, en tout cas dans le domaine industriel. Et pas encore conscience complètement des effets de perte de compétences que ça avait eu, qui ont été très bien soulignés par Vincent en introduction et qui sont très importantes. Donc, ce qui s'appelle aujourd'hui le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, rattaché à Matignon, a dit à BPI France, qui naissait à ce moment-là, on est en 2013-2014, dit à Nicolas Dufour, qui est à Magali Joissel, qui est celle qui a fondé le fonds SPI, qui était la patronne de la strate à l'époque, trouvez-nous un outil qui permette d'accompagner cette vallée de la mort, qui est celle de l'industrialisation d'une technologie innovante. Voilà. Bon, c'est ça la feuille de route. On avait comme cadre les plans. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont un certain âge, il y avait les plans de la nouvelle France industrielle. Il y en avait 34 sur toute une série de thématiques. Voilà. Le fonds naît sur cette idée, avec cette idée d'être généraliste. On pouvait pas être spécialiste de tout, sinon il n'y avait pas de modèle économique. Je rappelle qu'on est une société de gestion. On intervient en économie de marché et le fonds a donc été le premier fonds de 800 millions financé par le programme d'investissement d'avenir et la Banque européenne d'investissement dans le cadre du plan Juncker et né au printemps 2015. Son métier initial, c'était, je vais être technique 2 secondes, on est après un démonstrateur, on passe à un stade industriel, on fait la première usine, TRL 7 pour ceux à qui ça parle, globalement des séries de type B sur des montants en dizaines de millions d'euros, pour faire très simple. Voilà. Ça, c'était la feuille de route. Une réalité de marché qui s'est imposée à nous, c'est qu'on était effectivement très seuls pour couvrir ces 3 risques, et je ne veux pas être plus long. On couvre à ce stade de la vie d'une entreprise le scale-up industriel. En fait, c'est pas le plus compliqué. Il est très compliqué, mais je dis toujours, à ce jour, on n'a pas planté un dossier pour un problème de design. Voilà. Deuxième risque, qui est le plus dur, celui du scale-up commercial. Et là, pour le coup, on a planté des dossiers pour des sujets commerciaux, très clairement. Et dans le fond 2, on a redressé et appris d'un certain nombre d'erreurs. Et puis le troisième, on est CAPEX intensive, ce qui implique un rapport au temps, au fait que la courbe en J met beaucoup plus de temps à se redresser et à générer du revenu, contrairement au monde du numérique auquel tout le monde s'était habitué. Couvrir cet ensemble-là, peu de gens ont envie de prendre le risque. Et surtout, peu de gens ont envie de prendre le risque en lead. Et donc, le fonds SPI, malgré lui, c'est pas une posture de dominant ou de dominante, une de nos caractéristiques, c'est d'être lead sur les levées à 95% des cas, sur ce stade, industrialisation TRL 7. Je passe là-dessus. On a fait 21 investissements avec le premier fonds. Un deuxième fonds a été lancé il y a maintenant 3 ans, dans le cadre de France 2030. La question a été simple. Est-ce que le marché a pris le relais intégralement ou pas? La réponse a été malheureusement non. Il y a des progrès incontestables. Donc, il a été jugé pertinent, après toute une série d'évaluations externes, de faire un fonds SPI 2 qu'on met en œuvre aujourd'hui. Il fait la même chose pour 900 millions. Et il y a une poche spécifique qui nous rapproche de ce qui est évoqué ce matin, qui a été créée et qui est pilotée par quelqu'un qui est ici, qui est Laurent Monin dans mes équipes, qui intervient à un stade un peu avant, au stade du pilote, du démonstrateur. On va venir bonifier des levées de fonds propres. Collègues investisseurs prennent du risque à ce stade-là. Et globalement, 1 pour 1, entre 5 et 10 millions d'euros, on va venir bonifier la levée de fonds propres. Ce qui fait qu'au final, on est assez souvent le plus gros investisseur, mais on est en phase d'observation, on ne parle pas de valo à ce moment-là, on évite de parler de gouvernance. Ça permet d'aller vite et de mettre du carburant dans le moteur et de prendre une position d'observateur actif sur l'étape d'après. Voilà, je ne veux pas être trop long. Merci Jean-Philippe. Alors peut-être juste pour reposer le débat, parce que souvent quand on échange avec des entrepreneurs, ils ont un premier proto, ils ont dépensé les 4 à 5 millions pour avoir un joli prototype qui fonctionne à 60-80%. Et puis ils ont l'impression qu'effectivement la messe est dite, ça y est, c'est fini, le produit sur le marché, c'est gagné. Du coup, c'est quoi les ordres de grandeur, Jean-Philippe, d'une trajectoire industrielle? Est-ce que tu peux donner peut-être quelques montants?
et quelques ordres de grandeur aussi temporels. À partir du moment où on a ces premiers protos et où toi finalement tu peux rentrer au capital, ça dure à peu près combien de temps pour que l'entreprise grandisse? Est-ce que tu peux juste peut-être reposer comme ça le cadre temporel et les montants financiers? Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Il en faudrait un peu plus. Alors, sur la stade peut-être de pré-industrialisation, la poche d'obligations convertibles dont je viens de parler, et que Camille a bien expliqué, qui est ce moment où on va sortir du développement produit et on s'approche du stade d'industrialisation. Et là, j'insiste, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mais j'y réponds quand même. C'est un moment de pivot avec un point central en termes d'évaluation pour un investisseur qui est: est-ce que les personnes qui sont là, qu'on fait du développement produit et qui sont des gens remarquables, est-ce que c'est ceux qui vont être capables de passer la montagne? En fait, il y a plusieurs montagnes à passer. C'est un point absolument déterminant dans l'analyse de dossier avant de répondre montant ou quoi que ce soit d'autre. C'est un point central, qui est un point d'ailleurs souvent un peu cruel, parce que des gens qui ont fait un travail remarquable, il va falloir qu'ils s'effacent et qu'ils le comprennent de gré ou de force parfois. Voilà, bon. Ou alors ils vont disparaître. C'est un point central. Vraiment, là, de dizaines de dossiers au compteur maintenant, c'est un point absolument crucial. Pour faire simple, sur, on va dire, une série A, puisque Hyperspace en parle et est en plein dedans, l'idée que ça se joue à quelques unités de millions d'euros quand on fait de la start-up industrielle, comme le disait Alain, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, les montants, c'est entre 10 et 15 millions. Sinon, il se passe quoi? Sinon, il se passe, vous allez me dire, c'est facile de le dire, oui. Il se passe quoi? Vous allez passer votre vie à lever de l'argent. Or, un dirigeant, il a autre chose à faire avec son équipe que de lever de l'argent. Non, c'est pas de la perte de temps. C'est un apprentissage absolument essentiel que l'equity story et la version bancaire. Mais ceci dit, il faut arriver à se donner 24-36 mois de souffle pour pouvoir se concentrer, recruter, former. Et donc ça, des levées à ce stade de moins de 10 à 15 millions d'euros, je ne le conseille pas. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais c'est un point central. Je dirais, voilà, 10, 15, 20 me paraît être sur de la start-up industrielle, si on veut pouvoir souffler pendant 24-36 mois et passer à l'étage d'après, qui est peu ou prou une série B et la première usine, ça me paraît un minimum. Ensuite, l'industrialisation à grande échelle, donc on va dire type série B, moi ce qui est mon métier historique et celui du fonds SPI depuis 10 ans. Là, on est en dizaines de millions d'euros. Nous, on a un rôle de lead. Et pour le coup, la question de l'équipe est là aussi déterminante. Parfois sur un mode un peu différent. C'est parfois le moment où finalement on tourne la page, ou en tout cas on met plus au centre les fondateurs ou fondatrices. Et c'est le moment surtout où on commence à agglomérer des gens qui vont être capables d'accompagner la société, à la fois dans ces moments positifs de développement, potentiellement un jour de croissance externe, et aussi dans les coups durs. Et donc, un de nos sujets SPI, c'est d'avoir le plus de camarades de jeu à ce moment-là, parce qu'en général, comme je vous l'ai expliqué, on est souvent lead, on n'est pas seul, heureusement, il n'y a pas que nous, mais quand il y a des coups durs, des gens capables de remettre, de comprendre que c'est du temps long, sont des partenaires absolument essentiels. Et par ailleurs, il faut des gens qui amènent de la compétence en gouvernance et qui aident les dirigeants dans des moments qui, par définition, vont être compliqués à peu près tous les 4 matins. Mais je reviens sur ce point-là. La capacité à ne pas faire des levées tous les 18 mois, on aura peut-être l'occasion de parler de Valo par ailleurs, mais est un élément central. Je veux dire, si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas vous poser. Il y a tellement de problèmes qui vont se poser à vous que vous aurez de quoi occuper vos journées. Voilà. Donc, évitez de le faire avec des levées. Alors, ça coûte assez cher, c'est assez long. Moi, il y a 3 chiffres que j'aime bien. C'est que moi, j'estime souvent qu'il faut 10 prototypes pour arriver à un produit. Typiquement, vous fabriquez un robot, une machine-outil. Donc, il faut souvent 10 protos pour arriver converger au produit. Ensuite, de 10 à 100, c'est la phase de pré-indus. Finalement, on apprend à produire. On apprend à travailler avec ses fournisseurs. On dévermine le process de production. On intègre dans le produit aussi des éléments qui vont rendre la production plus facile. Donc, c'est le design to manufacturing. On prend en compte aussi les conditions de maintenance que les clients vont devoir apporter sur le produit. Donc, pour moi, la phase 10-100, c'est la phase de pré-indus. Et puis ensuite, la phase 100 à 1000 unités produites, c'est le début de la phase industrielle. C'est des échelles assez logarithmiques et ça coûte assez cher. Vous pouvez quasiment prendre 2 millions fois le montant et ça vous donne les levées de fonds à chaque étape. Alors, bien sûr, tout ça est à mettre en perspective par rapport à la taille de marché et l'opportunité. On en reparlera juste après. Sébastien, du coup, dans cette phase-là où le BFR coûte cher, il n'est pas facile à financer. On prend du retard. Nos fournisseurs nous livrent pas forcément les bons produits. On a toujours des petits plantages sur la chaîne de prod. On fait l'hypothèse que le commerce est là. Comment est-ce que tu finances? Comment est-ce que tu peux intervenir en financement ou du BFR ou du CAPEX en tant que banquier? Alors, il n'y a pas vraiment de distinguo sur la partie BFR CAPEX.
En fait, ça va dépendre de qui est autour de la table. Si typiquement on va avoir BPI, en effet, il y a un regard peut-être un peu spécifique à avoir, puisque la banque, elle va pas forcément avoir de contraintes par rapport à son objet à financer, ce qui n'est pas le cas de BPI, puisque voilà, le programme de BPI a un financement qui est vraiment bien tracé, typiquement sur de la R&D ou alors sur d'autres objets. C'est un peu moins le cas pour nous, donc ça nous contraint pas forcément sur ce volet-là. On peut financer du BFR ou du CAPEX avec les mêmes outils. Quand je parle des outils, je parle des mêmes outils que tout à l'heure. C'est du prêt innovation, du prêt de trésorerie. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur la grille d'analyse, à cette étape-là, finalement, on va à peu près garder la même analyse, qui finalement, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais à peu près celle de l'investisseur, à la différence qu'on s'intéressera beaucoup moins à la partie valorisation, qui n'est pas forcément notre sujet, et un petit peu plus à la partie plan de trésorerie, plan de financement, puisque nous, et ça a été souligné tout à l'heure, on n'a pas de différé aujourd'hui. Quand on va chercher de la dette, ça veut dire qu'on la rembourse le mois suivant. Donc ça nécessite, et c'est aussi le travail qu'on fait quand on regarde un dossier, d'aller stresser un peu le BP pour s'assurer qu'on a la marge de manœuvre suffisante pour pouvoir, dans son plan de développement à 18-24 mois, on a prévu un runway suffisant, et on a également anticipé les petits aléas, ou en tout cas les petits décalages. Le crédit bail. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, le crédit bail. Donc le crédit bail, c'est un autre outil de financement qui peut être sollicité, qui a la particularité et l'avantage de préserver la trésorerie pour une startup, puisque ça veut dire que le crédit bail, c'est le crédit bailleur qui va acheter le matériel et qui va vous le louer, avec une option d'achat à la fin en général, avec une valeur résiduelle. Donc l'avantage, vous l'avez compris, c'est la trésor. Vous n'avez pas besoin de dépenser la trésorerie pour acheter des CAPEX, du matériel. Voilà. Si principalement on est sur des équipements standards, c'est généralement faisable. L'approche du crédit bailleur est un peu différente. Je spécifie la chose, puisque le crédit bailleur et la banque ont un modèle économique quand même différent. L'approche risque du crédit bailleur, elle va également être portée sur la valeur résiduelle de l'équipement qui va être financé. Ce qui n'est pas le cas de la banque quand elle finance un matériel, puisqu'elle s'appuie plutôt sur la garantie qui va être souscrite derrière le financement. Et donc, la lecture pour le crédit bailleur, elle va aussi être portée sur l'équipement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'équipement standard. Un équipement spécifique ne va pas forcément rentrer dans les cordes d'un organisme de crédit bail. Ensuite, on peut parler des différents organismes, puisque Banque Populaire, en tant que banque, on a un organisme de crédit bail interne, mais vous avez également des fabricants d'équipements qui ont leur propre organisme de crédit bail qui sont accolés à leurs offres. Donc, c'est également une possibilité. Donc, ça ouvre quand même un champ des possibles. Un dernier point, peut-être sur la partie bilancielle. C'est quelque chose qui peut être pertinent de prendre en compte avec un peu de recul, c'est que la partie crédit bail ne rentre pas dans la partie bilancielle, ce qui fait que vous allez préserver finalement votre capacité d'endettement. On parlait tout à l'heure de ratio. Ça fait également partie de notre grille de lecture, de s'assurer que, alors c'est pas le premier critère bien entendu, mais ça fait partie de notre grille de lecture, de s'assurer que la capacité d'endettement de la structure reste équilibrée. On parle souvent du ratio fonds propres sur dette. Donc ça, c'est un point également qui serait favorable à la sollicitation du crédit bail quand c'est possible. Je pense que l'idéal, c'est de trouver un mix. Tout financer un crédit bail, je suis pas sûr que ce soit possible. Donc, on a peut-être un mix à travailler en général sur des projets comme des projets industriels, où on aura une partie de BFR qui serait financée par de la dette classique et une partie matérielle qui pourrait être financée par du crédit bail. Alors, ces mix de financement ont un petit nom. On parle souvent de blended finance, de la même manière que vous pouvez acheter votre whisky blended. Donc, il y a pas mal de saveurs qu'on peut injecter, donc de l'equity, de la dette et de la sub. Ce sera des sujets qu'on pourra creuser avec plus de détails si ça vous intéresse le 1er décembre à l'occasion d'un atelier où on se donnera toute une après-midi par contre pour parler de ces sujets le 1er décembre à Bordeaux. Mais peut-être sans rentrer trop dans ces détails et ces enjeux spécifiques, est-ce que tu nous as dit, Jean-Philippe, que la
première raison de défaillance d'une start-up industrielle, selon toi, était le carnet de commandes et la dimension commerciale. Quelles sont tes attentes, toi, sur la matérialisation du carnet de commandes? Quelles sont les bonnes pratiques que tu peux recommander aux entrepreneurs pour justement venir sécuriser leur trajectoire de financement à ce moment où on a un peu d'effectifs, on prend du retard parce que c'est quand même compliqué d'être dans le monde réel pour produire. Donc le cash burn est élevé, le runway diminue. Donc voilà, comment toi tu apportes de la visibilité et qu'est-ce que tu attends d'un point de vue commercial pour apporter le chèque de 10 à 15 millions dont tu parlais tout à l'heure? C'est une très très bonne question. Alors peut-être un pas de recul, on est là pour les startups industrielles et je vais répondre, mais le fond ayant quand même une logique un tout petit peu de portefeuille, et il n'y a pas que des startups industrielles dans l'écosystème, il y a aussi des PME et des ETI qui innovent, et la première réponse et la meilleure à la question, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand vous développez un projet innovant avec quelqu'un qui a déjà une base de clientèle, le rapport au risque, votre lecture du sujet et le temps d'adoption du produit est très différent. Donc, je veux dire, la réponse facile, mais je pense qu'elle a du sens parce que nous, on a des dossiers avec des ETI dans le portefeuille et on en cherche parce qu'on pense que c'est important. C'est d'avoir quelqu'un qui va être déjà sur le marché, déjà avec une base de clients, qui sait déjà gérer un BFR. C'est un point évidemment essentiel. Ça, c'est le monde idéal. Ce qui ne retire pas les risques de l'industrialisation par ailleurs. Hein. Sur les startups, alors je vais faire un petit pas de recul qui est quand je parlais du pivot on passe d'une boîte qui fait du projet à une boîte qui va produire. Il y a un moment et c'est un élément essentiel par rapport au commercial où il faut stabiliser le produit. Laurent, elle a une phrase chez nous qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Le dirigeant, la dirigeante qui modifie 3 ou 4 fois les specs du dossier parce que sur le papier, ça n'a pas l'air d'accrocher auprès des clients. Pendant ce temps-là, vous êtes incapable de stabiliser votre production. Donc, vous n'avez pas d'idée de ce que vont être vos coûts résiduels. Donc, en fait, votre positionnement prix, il est extrêmement problématique. Et par ailleurs, vous vous épuisez. Donc, il y a un point important qui est d'arriver à stabiliser un produit, d'avoir une bonne compréhension de son marché. Ensuite, il faut pas non plus être ingénu. Je vais citer le secteur du New Space qui a été évoqué hier par le président Rousset hier soir. Bon, la commande publique a un rôle à jouer par rapport au monde des startups industrielles. Je vais être transparent, les grands groupes, je n'y crois plus. Hein, voilà. Donc, la commande publique de ce point de vue-là, et France 2030, le spatial est un très bon exemple, mais il y en a d'autres, a fait une chose assez simple. Moi, je suis administrateur d'une boîte qui s'appelle Kineis dans le New Space. On a bénéficié d'un France 2030 pour permettre, non pas subventionner la boîte, mais subventionner ses clients. Apprendre à gérer sa supply chain, les specs de ses dossiers, gérer du client, des retours clients, voilà. Ce point-là est un point tout à fait essentiel. Il faut arriver à cranter ce volet-là. Donc, je donne un exemple qui ne peut pas être dupliqué partout, mais la capacité, dans le cadre de France 2030, d'obtenir des financements de ce type-là qui vont en fait, non pas subventionner la boîte, mais ses clients pour leur donner envie du produit, est un outil. On a mis des années à pousser cette idée chez BPI France, aidé par Nicolas Dufourcq. C'est le spatial qui, le premier, l'a saisi. Il faut remercier le CNES pour ça. C'est un élément essentiel de pouvoir dire à ses banquiers, à ses investisseurs, le BP, probabilisé, il a une chance non négligeable d'être rempli à 30% parce qu'on a ce type de contrat. C'est, je fais du plus positif au plus dégradé. Je vais finir par le plus dégradé, rassurez-vous. C'est un point tout à fait essentiel. Et ça, moi, France 2030 a vraiment eu un rôle très important sur ce sujet. Le New Space en étant vraiment l'archétype au bon sens du terme. Voilà. C'est vraiment très intelligent ce qui a été fait. Troisième volet, très souvent, on regarde s'il y a des co-développements. Voilà, est-ce que des gens sont prêts à au moins payer pour tester, goûter le produit. Ils vous font pas encore des commandes, vous n'êtes pas encore avec la direction des achats, vous êtes encore avec les gens qui vont vous passer des commandes de type codev. S'il n'y a pas de codev, honnêtement, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, mais je pourrais changer en chimie verte. Voilà, est-ce que en nutraceutique, en cosméto, un L'Oréal, un X va faire des co-développements qui va financer avec son équipe de R&D avancée pour dire voilà, ce produit, cette molécule, elle m'intéresse, je vais savoir en faire quelque chose. Simplement, leur rapport au temps, c'est 3-4 ans, là où vous avez 18-24 mois pour passer des étapes comme Camille les a décrites. Ça, c'est un autre point central. Ça veut dire qu'il faut aussi être capable de travailler avec des ETI et des grands groupes.
ce qui est, dans le cas des grands groupes, vraiment d'une grande complexité. Leur rapport au temps n'est pas celui des startups industrielles. Nous, on l'a payé plusieurs fois. C'est pour ça que je suis un petit peu, je dirais, taquin sur le sujet des grands groupes. Néanmoins, c'est vrai que pour des equity stories, d'avoir quelques grands noms, et pas forcément français, d'ailleurs, plus c'est international, mieux c'est de ce point de vue-là, est un élément de crédibilisation. Mais il y a aussi, et je termine par là, le saut dans le grand bain, c'est-à-dire que il y a aussi des startups de qualité qui n'ont pas de clients avérés à date, qui ont un roadmap de points techno, qui vont les amener à convaincre des clients. On enclenche des codev. Et évidemment, il faut accepter, et ça c'est notre job, et c'est pas celui d'un banquier, c'est notre job que d'accepter de prendre ce risque-là. Ce qui implique de fouiller le sujet de manière très, très approfondie, le marché, les appétences des clients, des prospects, de les rencontrer pour comprendre le niveau de crédibilité de leur intérêt pour le produit et ce que tout le monde appelle en bon français le pain point, quoi. Est-ce que vous avez une offre qui va modifier quelque chose chez eux à prix équivalent? Alors ça, je dessoule tout le monde s'il y avait quelqu'un qui avait un petit peu bu. À prix équivalent, personne n'est prêt à payer plus si vous avez un produit renouvelable, green, avec un cycle de vie parfaitement démontré, c'est au même prix. Ça, je pense que c'est un point crucial quand je regarde un carnet de commandes. Si on me dit, oh oui, enfin nous on s'est planté. Il y a 10 ans, les primes vertes sur des sujets biosourcés, j'ai fait beaucoup de fermentation et de chimie verte à un moment où c'était très porteur. Les BP, enfin on s'est trompé. Enfin des années 15, 16, 17, 18, l'idée qu'il y avait une prime verte, c'était une erreur. Voilà, et on l'a payé cher. Alors sur le sujet du prix, c'est assez passionnant parce qu'effectivement, en fonction de la concurrence du marché, de la valeur technologique intrinsèque du produit, l'histoire peut être différente. Mais quand on n'est pas sur de la commodité, qu'on peut avoir un vrai différenciateur technologique, les prix peuvent néanmoins augmenter. Et souvent, dans une première phase de vie, la startup avait fait son pricing en cost plus, donc elle prend ses coûts, et elle rajoute une petite marge. Mais quand elle grandit en perception des attentes des consommateurs et des clients, elle peut rentrer dans une stratégie de prix un peu plus élaborée où elle comprend la valeur perçue. Et dans ces cas-là, moi j'ai accompagné quelques startups qui n'étaient pas dans la chimie verte, mais plus dans des biens d'équipement, où on a réussi à doubler le prix de vente des produits sur la période d'investissement, ce qui est plutôt confortable en matière de marge brute et ce qui nous rend assez confiants dans l'idée qu'on va pouvoir rembourser un investissement dans un outil industriel finançant un capital risque. Alors je vois que le temps tourne. Il y a peut-être 2 sujets conclusifs qu'on peut aborder avant de vous passer le micro pour quelques questions. Peut-être le premier point moi, que j'aimerais évoquer, c'est que finalement chaque projet a sa trajectoire de financement spécifique. Par contre, on peut pas financer un lanceur de fusée et une aciérie de la même manière. Et donc, en tant qu'investisseur, on investit pour sortir. Et donc, il faut que les niveaux de sortie nous permettent de créer suffisamment de performance pour que l'investissement soit attractif et que, en tant qu'opérateur de fonds, on puisse redéployer des fonds, puisque nous-mêmes, on a des contraintes en tant qu'investisseurs de retourner l'argent à nos souscripteurs pour que dans un fonds numéro 2, ils disent bah voilà, vous avez réussi à créer de la perf, je vous reconfie de l'argent à investir. Et donc les niveaux de sortie moi que j'observe aujourd'hui sur les startups deep tech en Europe sont quand même relativement contenus. Sortir une startup entre 60 et 100 millions de valo, c'est déjà un très beau niveau de perf et ça sur les 6 dernières années, on peut le faire quasiment de manière systématique. Sortir au-delà de 100 millions, ça s'est produit 2 fois, 2 années sur les 6 dernières années, donc c'est beaucoup plus rare. Et donc ça peut nous interroger sur le modèle aussi donc de financement à envisager pour une startup deep tech industrielle. Si on déploie massivement du capital, des centaines de millions, alors qu'à la sortie on vend la boîte 100 millions, on détruit énormément de valeur. Et donc ça, il faut l'anticiper. Donc c'est l'idée aussi de ces trajectoires de finances mêlées, mais de chemin aussi à réapprendre. Est-ce qu'il faut mettre autant de moyens en cours de route? Voilà. Comment est-ce qu'on calibre la taille de l'usine quand on se rapprochera de la série B? Est-ce qu'il faut viser une gigafactory? Les gigafactories, c'est aussi des gigaplantages ou des giga-apprentissages. Voilà, donc peut-être juste un mot sur le modèle d'usine gigafactory. Si en 1 minute, Jean-Philippe, tu peux nous partager un retour d'expérience peut-être par rapport à ces dossiers que tu connais ou le dimensionnement d'une usine que tu proposerais pour une phase de série B? Alors là, c'est vraiment la question. Alors Gigafactory, on en a fait une. Elle va pas trop mal, mais c'est plus à la mode. Je vais être rapide sur les Gigafactory. Le problème d'une Gigafactory, c'est que
et pour répondre sur la taille plus largement, si vous avez prévu trop gros, le classique c'est quoi? Vous avez bien évalué votre marché, en tout cas vous le pensez, vous avez une vision de votre ramp-up commercial et vous vous dites le ramp-up industriel il va suivre, c'est facile, ce qui est pas vrai. Ça se passe jamais de manière nominale, jamais, même avec des gens brillants et qui y passent leur nuit. Donc, vous avez toujours un décalage et donc le pincement classique dans notre métier, c'est vous avez fait beaucoup de capex, on vous dit vous en avez fait trop et vous n'arrivez pas à éponger vos coûts fixes. Parce que classiquement à ce moment-là, les effectifs croissent, ce qui est normal. Donc vous avez votre masse salariale qui s'envole, c'est logique. Vous avez vos capex qui sont en train d'être achevés, et donc vous avez une masse de capex très significative. Vous avez des investisseurs qui commencent à tirer un peu la langue, et le ramp-up se passe pas à la vitesse prévue. Et donc on vous dit vous avez fait une usine trop grosse parce que vous n'êtes pas capable de la saturer. Alors c'est en vrai en théorie, sauf que quand ça marche, en fait, moi j'ai quand même quelques cas. Il y a des cas où ça marche. Je pourrais citer dans l'aviation décarbonée, dans le spatial, ou les ramp-up, ou dans l'électronique, les ramp-up se passent bien. Et en fait, on est content d'avoir une usine de cette taille-là. Typiquement dans des secteurs où il y a un pain point et où on a une offre qui, on va dire la demande est supérieure à l'offre. Là, vous avez intérêt à être très très bon en indus. Bon. Mais le cas le plus fréquent, c'est que vous êtes un peu en retard et que donc vous avez le sentiment, parfois pas le sentiment, que votre usine était trop grosse. Plus exactement, que les capex qui ont été mis étaient trop élevés. Il n'y a pas de martingale. J'ai envie de dire que la Gigafactory emporte une inertie dans son design, dans ses coûts, dans ses coûts de main-d'œuvre, qui la rendent très 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 difficilement modulable une fois que le coût est parti. Voilà. Donc je pense que l'ère des Gigafactory est un peu derrière nous. On en a fait une, nous, qui est Verkor dans le domaine des batteries. Voilà. Bon. On est en train de revenir à une période, typiquement, et j'arrête là-dessus, et ça SPIE, on a toujours essayé de faire ça, le plus possible faire du neuf avec du vieux, essayer de ne pas faire de greenfield. Ça, c'est, si j'ai un conseil central, pour plein de raisons, je pourrais développer pendant des heures, ne faites pas de greenfield si vous pouvez l'éviter. Acceptation sociale, autorisation, risque lié à la construction, au temps. Enfin, je peux vous faire une liste longue comme le bras. Si on peut éviter, et évidemment des sujets d'artificialisation des sols et d'impact, évidemment c'est important aussi. Essayer de faire du neuf avec du vieux, très très important. Reconfigurer des sites avec une capacité entre guillemets à trancher. Voilà, ça si c'est possible, on se crée de la complexité dans le temps, mais si ça se passe un peu moins bien que prévu, garder un peu de flexibilité est une leçon que nous aujourd'hui on essaye de tirer et de partager avec les sociétés dans lesquelles on investit. Le fonds numéro 1 a été probablement parfois, parce qu'on était très optimiste et qu'il y avait le vent dans le dos, on a été sur des objets nativement un peu gros, et quand ça s'est corsé, la capacité à les réajuster à la bonne taille et au cash qui reste, quand les capex ils sont partis, hein, et donc il faut les supporter. Voilà. Merci Jean-Philippe. Alors je propose qu'on prenne quelques questions de la salle. Voilà, si vous avez des questions en phase d'amorçage ou de scale-up ou de ramp-up. Merci. Bonjour, je suis Antoine Jusselin, je représente la société DigiPair. Nous avons créé une plateforme d'intelligence artificielle agentique. Et donc, pour l'instant, nous sommes en phase de start-up. Nous cherchons des partenaires dans l'industrie et dans les ETI éventuellement. Et on pense que notre solution peut apporter quelque chose. Aujourd'hui, on est en phase d'amorçage, on va dire, enfin de précis d'amorçage. On n'a que des capitaux pour l'instant qui nous proviennent de financements régionaux. Et je voulais en fait faire le pont avec l'intelligence artificielle pour savoir, et la question s'adresse à vous tous, pour savoir comment vous abordez vous ce sujet au sein de vos structures, puisque c'est une technologie de pointe qui vient en parallèle de technologies industrielles. Donc, je voulais savoir comment vous abordez cette question dans vos structures respectives. Je peux répondre très rapidement. Donc, chez Aster, moi, je l'utilise avec Hugues, là, qui est juste à côté, notamment pour faire un peu de pré-analyse et de synthèse de rendez-vous. Et ensuite, l'IA et plus globalement la data dans une startup, pour moi, c'est un élément clé du modèle d'affaires. Idéalement, moi, les boîtes que j'aime bien et celles que j'ai beaucoup financées, c'est notamment les sociétés de robotique. Et donc, une société de robotique où on vend un robot très performant, intelligent, avec une belle marge brute, c'est intéressant.
Mais si en plus, sur tous les robots déployés chez les clients, chaque année, vous allez toucher un revenu récurrent parce qu'il y a de la data, parce qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il y a du cas d'usage partagé, parce qu'il y a de la maintenance prédictive, là, on a un modèle d'affaires qui est hyper attractif. Et avec le revenu récurrent, on raccourcit la durée qui permet d'atteindre le point de rentabilité des entreprises. Donc moi, c'est là que j'aime bien la data dans les startups. Très rapidement, pour la Banque Populaire, nous, on bénéficie d'une IA type LLM depuis maintenant un peu plus d'1 an, je crois, qui a été mis en place par le groupe BPCE. Mais on est plus sur aujourd'hui une évangélisation ou en tout cas un outil de sensibilisation qu'un outil aujourd'hui qui est utilisé en pratique. Pour les réseaux de business angel, on n'utilise pas l'IA en interne. On a tout simplement une plateforme de gestion de notre deal flow, c'est tout, pratiquement. Par contre, on regarde des dossiers, effectivement, IA, ce qui est autre chose. Je dirais qu'au sein d'Hyperspace, on utilise l'IA de façon assez ponctuelle. C'est pas encore un sujet à l'ordre du jour. Ça va le devenir. On va mettre ça sur la table, mais voilà, pour l'instant, ça reste assez ponctuel et opérationnel. Merci. Moi, je me sens pas particulièrement compétent pour répondre sur le sujet. On le regarde sur des dossiers. La robotique est un bon exemple. Des sujets du service en orbite est un bon exemple. Du screening dans le domaine de la chimie verte, il y a effectivement des aides à la R&D, au screening de la science, de la documentation qui peuvent être tout à fait pertinents. Mais je dirais chez BPI France, il y a des gens et des fonds dédiés à ce sujet et qui sont 1000 fois plus compétents que moi. Moi, j'ai un petit point d'attention que je veux partager, moi qui est managérial. Je l'ai pas dit, mais enfin, quand on est évalué par l'extérieur, ce qu'on a probablement le mieux fait aujourd'hui, c'est créer une compétence qui n'existait pas, ce qu'Alexandre a dit. On forme des gens. Je dis toujours, il y a le tourisme industriel et puis il y a comment vit une vraie usine, la sécurité, le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, enfin des tas de choses absolument cruciales. Je suis très vigilant avec les équipes sur le fait que la courbe d'apprentissage, on les prend jeunes, on les fait monter. Le raccourci potentiel de l'IA qui peut faire gagner du temps, moi en termes de montée en compétences et en expérience, c'est un vrai point d'attention. C'est-à-dire que je rappelle qu'il y a des études cognitives qui disent qu'entre ce que vous avez fait vous-même et ce sur quoi vous avez réfléchi vous-même et ce que vous avez lu après une analyse d'IA juste en le lisant, le niveau de compétence embarqué, il y a un très très gros écart. Or, on est dans un métier où on a perdu cette compétence, on essaie de la reconstituer, en tout cas dans notre écosystème modeste qui est celui des investisseurs. Et donc, oui à l'appui, oui à l'outil, oui pour aller plus vite. Mais les sujets auxquels on est confronté, où il y a beaucoup d'humains en particulier, beaucoup de sujets humains, on n'a pas eu le temps de parler de gouvernance. L'IA, je pense, c'est d'une aide limitée. Enfin, moi, je pilote pas ma vie personnelle, affective et psychologique avec de l'IA, et je pense qu'il faut pas le faire. Voilà. Alors, on me dit que le temps est arrivé à terme. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé à cet atelier. Merci particulièrement à ADI Nouvelle-Aquitaine, Unitech, la région Nouvelle-Aquitaine, donc de nous donner l'opportunité de partager ce sujet-là qui nous tient tous à cœur là, ici sur la scène. Donc, merci Jean-Philippe, merci Camille, merci Alain, merci Sébastien.